grandi entre ici et Paris, mais ici c'est ma région natale. Donc j'ai toujours été très attachée et quand la passion du vin est arrivée quand j'étais assez jeune, lors d'une découverte des vins à Beaune quand j'avais 14-15 ans avec mes parents. Et puis pendant mes études, j'ai fait beaucoup de stages dans le milieu du vin et j'ai rencontré des personnes très inspirantes, passionnantes. J'ai pu goûter des vins qui m'ont émue aussi. Donc c'est des choses et des personnes qui m'ont un peu encouragée pour continuer dans cette voie. Et donc j'ai continué, j'ai travaillé chez différents vignerons, j'ai repris une formation à Beaune. Donc voilà, le parcours s'est un petit peu construit comme ça. Je suis revenue dans ma région en 2018. J'ai commencé à reprendre des vignes. Et donc je cherchais très rapidement, je savais à peu près ce que je voulais. Je voulais un endroit où il y ait beaucoup de place, qui soit un lieu fort aussi, une place forte qui respire. Et puis je me suis baladée pendant 1 an et demi, j'ai regardé, j'ai essayé de trouver quelque chose, mais rien. Et un jour je suis passée un peu par hasard et puis ça avait l'air abandonné, les terres en friche. Et puis c'est un indicateur déjà parce que tout est cultivé ici ou en tout cas entretenu. Et donc ça s'est fait comme ça, donc j'ai repris la ferme, j'ai pu contacter les propriétaires et j'ai racheté la ferme et j'ai signé en fin d'année dernière. Ça avait été l'idée de base d'avoir quand même un organisme, un ensemble autonome, complet et diversifié. Déjà, très simplement parce que j'ai pas envie de faire une seule chose toute ma vie et une seule même chose. Donc c'est important d'avoir différentes choses. Moi je suis passionnée par l'agriculture en général. En particulier le vin parce qu'on le transforme, on arrive à faire du liquide qui parfois peut vraiment nous faire vibrer, donc ça c'est quand même assez chouette. Et l'agriculture, c'est aussi d'essayer de se dire comment on peut réfléchir à un modèle peut-être un peu plus à taille humaine, un peu plus résilient, qui est plus durable et qui fonctionne agronomiquement, économiquement et socialement. Et donc c'était de se remettre un petit peu ça en tête. Et pareil, le chemin va être très long. Mais c'est souvent ce qui est le plus intéressant, c'est le chemin, le processus, c'est pas forcément l'arrivée. Donc voilà, c'est essayer de travailler un peu en autonomie sur les différentes activités agricoles dans la ferme, entre les céréales, les vignes et à terme avoir un petit peu d'élevage. J'ai réappris à travailler avec les chevaux quand j'étais dans les vignes et quand j'ai découvert le labour au cheval que je ne connaissais pas du tout. Donc pareil, je suis tombée sur quelqu'un de passionné qui m'a beaucoup appris, transmis. Et donc moi, en connaissant les chevaux depuis petite, pouvoir l'allier à ma passion qui est le vin, c'était le rêve, mais c'est des projets qui prennent du temps, de la réflexion. Et donc là, ça s'est concrétisé cette année, avec l'arrivée de Ferdinand au domaine, un jeune comtois de 4 ans. Et c'est vrai que, déjà parce que j'ai des affinités avec les chevaux et ça permet de travailler vraiment à un rythme différent. Le fait de travailler avec un cheval dans les vignes, il y a plus de calme, on a plus de précision dans l'approche du travail sur les sols. Donc ouais, c'est vraiment différent. Ici, au XIXe siècle, c'était une ferme-école. Donc ça avait pour vocation vraiment de former des jeunes au métier d'agriculture. Donc il y avait une porcherie, il y avait une étable, etc. Et bon, c'est assez marrant parce que bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais pas forcément l'idée de faire une ferme, de refaire une ferme-école, mais en tout cas dans les projets qu'on mène dans les vignes et même à la ferme, l'idée c'est quand même de mettre des protocoles en place, de faire des suivis, d'avoir des résultats, et donc ça ensuite c'est de les diffuser ou de les partager. Donc c'est vraiment dans ce sens-là de diffusion, de partage d'informations autour de thèmes qui sont assez importants aujourd'hui. J'ai repris des vignes qui étaient vraiment 3 parcelles qui étaient dans des états très différents. Il faut s'adapter à chaque parcelle. Et pour régénérer les sols, en tout cas pour qu'on ait une plante qui puisse pousser correctement, qui puisse produire des fruits mûrs et sains, ça passe par la vie du sol. Si le sol fonctionne mal ou ne fonctionne pas, on ne va pas avoir des résultats très satisfaisants. Moi, je reste convaincue qu'il faut dynamiser la vie du sol en apportant de la matière organique. Donc ça passe par des couverts végétaux, ça peut passer par l'apport de fumier frais ou de compost sous différentes formes.
Donc ça permet vraiment de stimuler la vie microbienne dans le sol. Et donc ça, c'est le travail qu'on fait en apport, on va dire, en fertilisation. Et ensuite, on a, pour faire face un peu au problème d'aléas climatiques, de sécheresse, on cherche l'ombre. Donc là, on a des projets, par exemple à l'automne, à l'hiver, on va planter une 50aine d'arbres entre 2 vignes. Déjà pour augmenter la biodiversité sur les parcelles, garder des climats un peu plus tempérés sur des micro-zones, avoir de l'ombre, abriter une faune auxiliaire qui potentiellement peut être des prédateurs, de ravageurs de vignes. Et donc c'est vraiment, on recrée des micro-biotopes en fait au sein de nos parcelles. Ça met beaucoup de temps à voir le jour, je pense avoir des effets bénéfiques, mais il faut l'enclencher à un moment donné. Moi, j'aime bien repartir à zéro quand c'est en ruine ou quand il n'y a rien. Je trouve ça encore plus excitant que d'avoir un truc clé en main. Et là, quand je suis revenue m'installer, mais ça faisait quelques années déjà, c'est un vieux du coin qui m'avait donné des documents d'archives sur le vignoble existant avant le phylloxéra. Donc un document qui doit faire une 50aine de pages et qui retraçait tous les lieux-dits, les terroirs qui existaient avant le phylloxéra. Et donc moi j'ai repris ces archives-là, je les ai comparées au cadastre actuel, j'ai retrouvé toutes les parcelles et en fait tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui en terre, il y avait de la vigne plantée dessus. Donc c'est vraiment en fait la renaissance d'un vignoble, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'au-delà d'un aspect agricole, de cultiver une ville là où il y en avait, je veux dire socialement, historiquement, c'est très fort parce que c'était quelque chose qui était ancré. Dans tous les villages autour de ces coteaux-là, toutes les maisons ont une cave. Le vin, c'était encore assez présent. Ça l'est encore parce qu'il y a des vieux un peu partout qui ont quelques arpents de vigne, qui ont quelques morceaux de vigne. Donc, et puis le vin, la vigne, ça reste un élément extrêmement fédérateur. Et donc le projet était passionnant de pouvoir replanter ces coteaux qui étaient disparus en fait. Dans tous les projets de plantation qu'on a sur le domaine, moi j'ai la chance de repartir à zéro, donc de planter et de vraiment mettre en place mon modèle agronomique, celui que j'ai en tête et qui pour moi a le plus de sens, c'est-à-dire planter des vignes semi-larges et hautes, ce qui me permet d'avoir quasiment de manière permanente des couverts au sol, qu'on peut transformer en paillage, ce qui fait qu'on garde tout le temps une zone un petit peu humide au niveau du sol. Par contre, pour des plantations, moi je laisse pas du tout d'herbe au démarrage, parce que là, pour le coup, elle peut pas trop se débrouiller toute seule, sauf si elle est vraiment dans le terrain, on va dire les pieds dans l'eau, là il faudrait lui laisser de l'herbe. Mais une fois de plus, moi je m'adapte à mon terrain, à mon terroir. Donc j'ai des sols qui sont séchants, qui sont filtrants, qui sont secs, maigres. Et donc la vigne, si moi je laisse pousser de l'herbe dans mes plantations, elle poussera jamais, ou elle mettra 10 ans peut-être. Donc j'entretiens le sol en griffant régulièrement. Et je prépare les sols, surtout avant plantation, ça c'est très important. Préparer les sols avec des couverts, des apports de compost, un travail de sol superficiel avant plantation. Et ensuite, on s'en occupe toute la saison. Quand elle pousse, il faut l'attacher pour pas qu'elle casse. On protège avec des clôtures électriques pour pas que les lièvres ou les chevreuils viennent la manger. Donc voilà, sur tout le cycle. J'ai passé beaucoup de temps le nez dans les bouquins et aller voir chez les autres une fois qu'on est seul face à ces plantes. Donc c'est vraiment ça, ce rapport de mère ou de parent à enfant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai avec mes vignes à chaque fois que je vais les voir. Et les sélections massales, c'était une évidence pour moi déjà, parce que on a des plants qui sont uniques, qui ont une diversité génétique qui est plus importante. Ça, c'était essentiel. Pareil, je ne me suis même pas posé la question, donc c'était évident. Et ensuite, je suis complètement adepte d'en faire le moins possible. Ça m'arrangerait d'en faire le moins possible d'ailleurs. Mais avant d'en arriver là, il faut beaucoup travailler pour trouver des systèmes relativement autonomes et bien comprendre son environnement pour mettre des choses en place. Quand j'ai découvert le vin, ça a commencé avec le vin naturel ou le vin bio. Donc pour moi, il n'y avait pas d'autre vraiment voie envisageable. Ça me semblait complètement logique et plein de bon sens.
Donc je ne me voyais pas travailler autrement que comme ça. Après, on peut tout faire dans l'agriculture biologique. À nous de mettre le curseur au niveau de l'exigence, de ce qu'on recherche et de ce qu'on veut. Et moi, j'essaye de m'approcher dans mon travail au plus juste et au plus près des terroirs, en essayant de les comprendre au mieux et de les exprimer le plus simplement possible dans une bouteille. Donc c'est facile comme ça sur le papier. Ça demande beaucoup de travail d'observation et de compréhension pour vraiment arriver à ça. Donc voilà, c'était assez naturel pour moi de me diriger dans cette voie-là. Faire du vin naturel, déjà, il faut avoir une très bonne matière première. Une fois qu'on a des bons raisins, on va dire que 90% du travail est fait et qu'ensuite on est là. Moi, je me considère comme un guide ou un accompagnateur de mes vins et pas comme un faiseur de vin. Le vin, si on a tout ce qu'il faut au démarrage, ça se passe bien, mais il faut être là, présent. Ça se fait pas tout seul, ou alors on a beaucoup de chance, ou je sais pas. Et la nature est certes bien faite, mais elle est pas toujours. Elle ne nous emmène pas toujours là où on veut, en tout cas. Et nous, on fait un métier où on doit quand même avoir une production, on doit produire des vins qui doivent être consommés, qu'on doit pouvoir vendre. Il y a cette notion aussi économique qui est importante. En tout cas, moi, j'ai pas les moyens aujourd'hui financiers de faire zéro compromis ou zéro concession. Donc, j'essaye de travailler au plus près de la matière et au plus juste, d'interpréter mes terroirs de la manière la plus juste possible. Mais j'ai pas encore tous les outils pour y arriver. J'ai pas encore des conditions de chai, de stockage qui me permettent de faire exactement les vins que je veux. Mais c'est pour ça donc, que parfois je peux être un peu plus dans l'intervention. Le jour où j'ai toutes les bonnes conditions réunies, peut-être que j'en ferai encore moins qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner le vin le plus possible. La grappe entière, alors c'est vraiment pas technique, mais quand j'ai des belles grappes, j'ai pas du tout envie de les passer dans un égrappoir. Je les trouve tellement belles comme ça que je veux pas les toucher. Et en plus de ça, il s'est confirmé qu'avec mes quelques essais de vinification que j'avais fait avant de m'installer, j'aime beaucoup le rendu de la vendange entière, qu'on peut plus ou moins travailler. Et on peut avoir en fait vraiment des expressions différentes de la vendange entière sur Pinot Noir, aussi en fonction du millésime évidemment. Donc il y a des millésimes où je vais aller extraire un peu plus, d'autres où je ne vais pas du tout toucher. Donc on va avoir des arômes, des structures qui peuvent vraiment être différentes. Mais j'aime en fait beaucoup le côté assez austère sur l'aromatique que la rafle peut apporter et aussi la fraîcheur qu'elle peut apporter dans les millésimes un petit peu chauds. Ça me plaît beaucoup. Dans les vins, quand je les goûte, déjà je cherche les défauts. C'est la première chose. Je cherche si tout va bien, si c'est comme les enfants, s'ils ont une grippe ou un rhume, moi c'est pareil. Je vais chercher s'il n'y a pas de la volatile, s'il n'y a pas un truc qui est en train de devenir bizarre. Mais c'est tellement des vins, on va dire, vivants, qu'ils ont différentes phases, donc j'essaye de moins stresser maintenant parce qu'il y a des jours où ça peut très mal goûter et d'autres jours où ça peut goûter très très bien. Donc on essaye de pas trop s'inquiéter. Et j'ai la chance, même dans les achats de raisins que je fais, de vinifier les mêmes parcellaires depuis 3 ans, ce qui fait que je commence un petit peu à mieux appréhender ces terroirs, à mieux les connaître et à retrouver la trame à chaque millésime. Et donc tout le défi est donc de bien comprendre le millésime pour bien interpréter le terroir. C'est ça pour moi le plus grand défi, et de bien connaître mes parcelles pour bien les interpréter en cave. J'ai donné des noms de cuvées donc, qui sont des noms d'œuvres et de sculptures de Claudel et Rodin. Et je pense que c'est surtout lié à leur approche de la matière et de la chair que je retranscris beaucoup, que j'essaie de retranscrire dans le vin, et leur recherche de vérité. Je pense que la notion d'énergie, de vibration et de vérité, elle est, pour moi, c'est 3 éléments, on va dire, fondamentaux dans mon approche de la vigne et du vin. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans les œuvres de ces 2 artistes, qui m'émeuvent beaucoup et qui se mélangent vraiment à mon approche du vin. Et c'est des choses qui sont très inspirantes, même en regardant ou en touchant des sculptures, sur
tout l'aspect donc de la matière, comment ils arrivent à transformer une matière première extrêmement brute en un produit extrêmement élaboré et qui est capable d'émouvoir. Nous, c'est la même chose, on parle de quelque chose d'un végétal qui est brut, qui n'a pas forcément une capacité pour s'émouvoir, et on va arriver à un produit fini qui va sublimer cette matière-là. Et donc, ouais, c'est des éléments qui sont assez importants dans mon cheminement.